Pour commencer, moi, quand j'ai vu l'affiche présentant cette œuvre, j'étais un peu étonnée. Guillaume Niclou, donc je crois que Guillaume Niclou n'est pas très connu en Allemagne, il est bien connu en France, c'est un cinéaste reconnu, c'est aussi un écrivain de polar. Et en fait, c'est comme quelqu'un qui est plutôt marqué sur les films de genre et de genre policier. Donc une adaptation de Diderot par Guillaume Niclou, c'est déjà un peu curieux. Et après, évidemment, ce qui est aussi, je dirais là, tout à fait remarquable, pas curieux, c'est qu'une société allemande s'associe à cette adaptation pour le cinéma d'un texte qui est très célèbre en France, hein, c'est quelque chose qu'on étudie à l'école, là je pense que tout le monde, pour le public français ici, le sait, mais qui en revanche, j'imagine, Diderot est connu en Allemagne, mais bon, on n'étudie pas la religieuse à l'école, ça c'est clair. Et donc, je pense que peut-être on va d'abord vous donner la parole pour que vous nous expliquiez tous les deux comment la chose s'est mise en œuvre. Et en plus, c'est un projet qui, je crois, est né un peu sous les auspices du programme Média, puisque vous vous êtes rencontrés dans une formation soutenue par Média, et ensuite c'est un soutien à Slate Funding qui a un peu déclenché la production du film, ou en tout cas le développement du film. Voilà. Bon, je vais commencer parce que la production est principalement en français, c'est moi qui vais laisser la parole à Nicole. Moi je travaille avec Sylvie Piala au film du Warsaw depuis 6 ans. Mais auparavant, j'ai fait un cursus de formation en production à la FEMIS. Et lorsque j'étais en première année à la FEMIS, j'ai été amené à travailler sur un court-métrage que produisait Nicole dans le cadre de l'atelier masterclass de la FEMIS. Donc on s'est rencontrés là, on a travaillé ensemble, sympathisé, des liens d'amitié. Ensuite, Nicole a travaillé pendant quelques années dans une société de production parisienne et j'ai été son stagiaire. Puis ensuite, chacun a fait sa vie, on a travaillé ailleurs et on est resté évidemment en relation régulière. Et puis quand Nicole est repartie vivre en Allemagne et a monté sa société de production à elle en Allemagne, moi je travaillais déjà au film du Warsaw avec Sylvie Piala. Et donc, Nicole, évidemment, du fait de sa formation à l'atelier masterclass et de ses années passées à travailler en France, et donc du fait qu'elle parle parfaitement français, Nicole a souhaité se tenir au courant de l'évolution de l'ensemble de nos projets en développement pour envisager éventuellement à terme des coproductions, sachant que nous n'étions, nous, au film du Warsaw, pas encore coutumiers de cet exercice de la coproduction européenne. On avait fait un petit peu avec des Belges et des Luxembourgeois, mais c'est facile quand ça a des coproducteurs francophones. Et là, c'était une grande première de coproduire ce film avec l'Allemagne. Et alors, comment on a été amené à travailler sur ce projet-là en particulier? Donc, en fait, nous, Sylvie Piala connaissait Guillaume Niclou depuis un moment, de l'époque encore du vivant de Maurice Piala. Et donc, elle a suivi son travail de film en film, donc effectivement, plutôt adepte du polar un peu sombre, parfois avec un peu d'humour noir. Mais en fait, elle connaissait son désir profond de s'attaquer au genre du romanesque et d'aller dans l'émotion, quelque chose qu'il n'avait pas encore fait. Et lui réfléchissait à un vrai tournant dans sa carrière, parce qu'en fait, il a eu pas mal de succès public et critique dans les années 90, avec des films comme Le Poulpe, Une affaire privée, Cette femme-là. Et ensuite, il y a eu des échecs commerciaux retentissants, parce que les budgets étaient plus élevés, les entrées beaucoup moins, qui étaient le Concile de Pierre et La Clé. Et donc pour lui, il était assez difficile de remonter des films avec des financements conséquents en France à la suite de ces échecs commerciaux. Et donc on a commencé à développer avec lui une adaptation de La religieuse de Diderot, coécrit par le scénariste Jérôme Beaujour. Et l'idée, c'était de prendre le temps de mûrir ce projet. Donc pendant le développement de ce projet, on a tourné un autre film avec lui, beaucoup plus petit, qui s'appelle Holiday, qui est pour le coup une comédie policière, un peu à la Agatha Christie. Et donc pour laisser le temps au projet de la religieuse de se mettre en place.
Et comme on avait un petit peu de temps pour développer ce projet, et ça tombait bien parce qu'au début du développement du projet, on s'apprêtait à soumettre un programme, un slate pour le programme média, pour peut-être accéder la première fois à l'aide slate funding, parce que jusque-là on n'avait eu que des aides au projet seul. Et donc là, Nicole a souhaité lire les développements ou traitements de chacun de nos projets, et il se trouve qu'elle a eu un coup de cœur particulier pour celui-là. Là, je vais peut-être laisser la parole à ce stade-là. Ja, also ich hatte mir das Programm angeschaut und die Nonne ist als Buch nicht so bekannt in Deutschland, das stimmt, aber es geht um eine sehr allgemeine Geschichte halt den Leidensweg einer jungen Frau, wie sie versucht, ihren eigenen Weg zu finden und gegen alle Hindernisse anzukämpfen. Und ich habe es eigentlich immer verglichen mit Filmen wie Die Fremde in Deutschland, halt, was eine sehr universelle, allgemeingültige Geschichte ist, die heute stattfinden kann, die in jeder Gesellschaft stattfinden kann. Von daher haben wir eigentlich die Geschichte in Deutschland nicht so auf das Buch konzentriert, sondern eher auf den Inhalt selber. Und Guillaume Niclou ist nicht wirklich bekannt in Deutschland. Es gab einen Steinernen Kreis. Das war eine Auftragsproduktion, die er gemacht hatte, und ansonsten seine Filme sind eher im Fernsehen gelaufen, aber ich fand schon von Anfang an, dass er eine sehr eigene Handschrift hat, eine sehr interessante Umsetzung, und von daher fand ich die Geschichte interessant, auch für den deutschen Markt eben zu entwickeln. Wir haben uns sehr früh zusammengesetzt, in 2009 dann auch die ersten Gespräche gehabt und auch überlegt, was deutsche Elemente sein können in der Geschichte, und zwar für ihn von Anfang an auch wichtig, in der Geschichte selber die in der damaligen Zeit sehr häufig vorkommende Mischehe zu beschreiben, also zwischen zwei Nationalitäten, sodass sehr früh klar war, dass die Mutter der Hauptdarstellerin eine Deutsche sein soll. Da hatten wir den Vorschlag gemacht, dass Martina Gedeck die Rolle spielen könnte, weil wir gerade mit ihr vorher einen anderen Film Bastard gemacht hatten. Und sie haben sich dann auch sehr früh getroffen, und Martina Gedeck wollte natürlich gerne eine der Hauptrollen dieser Schwestern machen. Aber Guillaume Niclou ist jemand, der sehr schnell weiß, wen er für welche Rolle einsetzt und wie er die Person auch davon überzeugt. Wir haben ein Gespräch gehabt und Martina ist nachher rausgekommen und hat gemeint, sie spürt jetzt, dass sie die Mutter und nur die Mutter sein kann, und wollte unbedingt die Rolle machen und war total begeistert. Es ist wirklich sehr, sehr gut gelaufen, auch im Dreh, und sehr gut verstanden alle. Ja, und so kam es zu der Koproduktion. Da kam auch noch eine zweite Komponente, eine wichtige hinzu, die Musik. Es war sehr früh, hatten wir Gespräche halt, wen man nehmen könnte, und da in Deutschland sehr gute Komponisten sind, war sehr früh klar, dass man auch schaut, ob man in Deutschland jemanden findet. Und ich hatte schon vorher von Werken von Max Richter gehört und auch mit Produzenten gesprochen, die ich gut kenne, die mit ihm schon zusammengearbeitet haben. Guillaume Niclou hatte auch schon indirekt mit ihm zu tun gehabt, und da kam es auch sehr frühzeitig dann eben zu gemeinsamen Gesprächen, wo Max Richter auch sehr schnell dann auf dem Projekt mit dabei war. Et alors, pour expliquer un petit peu la genèse du financement du film, donc très tôt on a réfléchi avec Nicole à l'opportunité d'une coproduction sur ce film, et donc à une réflexion sur aussi les éléments artistiques allemands qui pourraient être apportés. Mais évidemment, dans un premier temps, nous on a regardé côté français comment est-ce qu'on pourrait financer au mieux ce film en France, puisqu'il était assez évident dès le début pour Guillaume Niclou que on ne pouvait pas lui imposer des chefs de poste étrangers contre son gré, uniquement pour des logiques de financement. Parce qu'en fait, Guillaume Niclou travaille avec une garde rapprochée, donc à des chefs de poste sur des postes artistiques importants comme l'image, la déco, les costumes, le montage. Et donc, il était évident dès le début qu'il travaillerait avec les mêmes personnes que sur ses films précédents. En revanche, à partir du moment où on avait accepté ce principe-là, il était tout à fait ouvert à une discussion sur tous les autres postes, et également sur le casting, sachant que, comme l'a expliqué Nicole, lui avait manifesté un intérêt pour Martina Gedeck d'une part et Max Richter d'autre part, bien avant qu'on entre dans le vif de la coproduction sur ce film-là en particulier. Donc disons que les choses se sont plutôt bien trouvées. Et alors pour revenir au financement, donc comme je disais tout à l'heure, c'était pas évident de financer un film de Guillaume Niclou après ses échecs commerciaux précédents. Or là on s'attaquait à un film cher, puisque c'est un film d'époque. Certes ça se passe principalement dans les couvents, mais l'idée de Niclou c'était de donner une vision de ce roman totalement différente de celle de Jacques Rivette, qui en avait déjà fait un film dans les années 60.
et qui était un peu plus un pamphlet anticatholique et qui donnait une vision très austère des couvents. Là, l'idée, c'était pas du tout d'avoir un discours anticlérical, c'était plus de parler d'une institution qui enferme une jeune femme et qui la prive du choix de sa propre liberté, son propre destin. Bon, il se trouve qu'à cette époque-là, c'est l'institution religieuse catholique. Aujourd'hui, ça pourrait être complètement autre chose, mais en tout cas, le film n'avait pas l'intention d'être contre la religion. Et donc Guillaume Niclou voulait donner une image assez réaliste des couvents de l'époque, c'est-à-dire des couvents très vivants, avec beaucoup de monde à l'intérieur de ces couvents, beaucoup de jeunes femmes, avec des couleurs, de la joie, et donc pas du tout l'image qu'on a dans le film de Rivette, où on a trois nonnes qui se courent après, c'est désert et tout est très austère. Et donc ça, évidemment, ça coûte de l'argent, parce qu'il faut créer tous les costumes, il faut trouver des décors, les rénover un petit peu, les accessoiriser, c'est aussi beaucoup de frais de repérage. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail du budget du film, mais en tout cas, le premier budget qui se présentait était assez élevé, à plus de 7 millions d'euros, et il était évident qu'on ne trouverait pas une telle somme pour financer le film en France. Et dès le début, on a su qu'on aurait le soutien de Canal+, et du distributeur et vendeur international Le Pacte, parce que Jean Labadie, qui, lorsqu'il était chez Black Film, avait déjà distribué le premier film de Guillaume Niclou et continuait de suivre de très près son travail. Mais bon, après avoir fait un tour de table avec l'éventualité d'une coproduction par une chaîne hertzienne en France, les aides régionales auxquelles on pouvait prétendre, le crédit d'impôt et même l'avance sur recette, disons que si on faisait le cumul de tous les financements possibles en France, étant donné qu'il était difficile de le placer de manière évidente sur le marché, ce film-là, on savait qu'on ne trouverait jamais plus de 4 millions d'euros en France. Donc il fallait qu'on amorce très vite la réflexion sur l'opportunité et économique et artistique de faire ce film-là en coproduction avec l'Allemagne. Et bon, ça, on pourra peut-être en dire quelques mots, mais le fait d'avoir basculé dans la coproduction avec l'Allemagne nous a permis aussi de faire rentrer dans la coproduction la Belgique beaucoup plus facilement que si on était resté, par exemple, dans une coproduction franco-belge. Ça, c'était assez amusant aussi, le fait de faire une coproduction principalement avec l'Allemagne nous a permis d'amener aussi la Belgique. Et là encore, pas uniquement par opportunité économique, mais parce que le choix de la comédienne principale s'était porté très, très tôt sur Pauline Etienne, qui est une jeune comédienne belge, et le chef opérateur, Yves Kiep, qui est belge également. Donc après, je vais laisser Nicole dire quelques mots sur le financement, mais la stratégie qu'on avait entre nous, c'était pour rendre le film faisable, c'était dans un premier temps de trouver un lieu pour tourner le film en partie en Allemagne, puisque l'idée c'était de combiner deux régions, parce que le film se passe quand même en France, donc il était très compliqué de trouver la totalité des décors du film en Allemagne. Donc l'idée c'était de trouver deux lieux principaux de tournage et d'essayer de combiner aux lieux. Nicole en dira quelques mots. Et donc à partir du moment où on avait trouvé le lieu, d'essayer d'obtenir le soutien d'une région en Allemagne, et là ça allait être le point de départ de la coproduction, puisque après on pouvait faire un calcul estimatif du crédit d'impôt allemand, et surtout on avait l'objectif final commun d'aller chercher le mini-traité franco-allemand et le RIMAGE. Non, juste peut-être, si jamais vous n'avez pas bien lu votre fiche, il faut quand même noter une chose qui est là aussi remarquable, c'est que c'est un film avec un budget très très raisonnable pour, comme le disait Benoît, un film d'époque, donc 5 500 000 euros. Et on va peut-être, avant de passer à la présentation du mini-traité, de son rôle tout à fait décisif dans cette coproduction, Nicole, willst du noch etwas dazu sagen über danach machen wir Regionalfilmförderung. Donc Caroline, si vous voulez bien nous présenter le mini-traité, et après on verra peut-être l'aspect allemand, enfin l'aspect FFA du mini-traité que nous présentera Nicole. Je ne sais pas si l'intervention du mini-traité a été si décisive que ça. C'est Le montant est assez important. Enfin, pour donner une idée, Diana a dû vous le dire déjà l'année dernière, le fonds du mini-traité, c'est de l'argent qui a été mis en commun par le CNC et le FFA.
Donc c'est un montant de... Donc ça fait 3 millions d'euros au total, 1,5 million c'est 1,5 million pour l'Allemagne. Le fonds, il existe depuis plus de 10 ans maintenant, il a été mis en place en 2001. Et les montants qui sont accordés, effectivement, peuvent être assez importants. Sur le papier, ils ne peuvent pas dépasser 20% du budget du film. On n'est jamais, rarement pour les petits budgets, on se pose la question des 20%, pour la religieuse, ça peut le Et le montant maximum sur le pays majoritaire, c'est 300 000 euros. Et là, la religieuse, je ne me souviens plus du montant. Il y a 400 en tout. 400 en tout et 230 du côté français. Et 170 voilà, on est très proche. Assez proche du maximum. Alors, Benoît, là, il a peut-être un petit peu peur parce que moi, il se trouve qu'évidemment, au CNC, je ne m'occupe pas que de l'aide franco-allemande, sinon je m'en irais un peu. Et je m'occupe aussi de l'alternance, c'est-à-dire des films de long métrage de cinéma, le système de soutien automatique français, qui est assez important aussi, peut-être un des piliers de l'économie du cinéma en France. Et aussi, parce que voilà, ça ne suffit pas à mon bonheur, on s'occupe aussi dans mon service de fixer le montant de l'avance sur recette. Et moi, il a bientôt un film dont l'avance sur recette va être chiffrée. Et là, il est un peu inquiet parce qu'il sait que je vais bosser sur mon jeu. Mais tout va bien. Et on se rappelle demain. Oui, alors petit aparté, justement sur la religieuse, on a présenté le film à l'avance sur recette une deuxième fois, après avoir été recalé une première fois dès le stade des comités de lecture en 18 mois plus tôt, je crois. Et en fait, le fait d'avoir fait tout ce cheminement de la coproduction franco-allemande, de préparer un dossier pour des partenaires allemands, pour Image, Mi-Traité, nous a en fait permis aussi de vraiment améliorer la présentation et la qualité du scénario et la présentation artistique du dossier. Et c'est vrai que quand on est revenu à l'avance sur recette 18 mois plus tard, le projet était beaucoup mieux accueilli, il est monté facilement en plénière et il est passé très près d'obtenir l'avance sur recette. On nous a même proposé un ajournement parce qu'on n'était vraiment pas passé loin. Sauf qu'en raison des dates de disponibilité d'Isabelle Huppert principalement, on ne pouvait pas décaler le tournage du film, donc on ne pouvait pas revenir à la session suivante de l'avance sur recette. Donc disons que si on avait eu l'avance sur recette aussi sur ce film-là, là, c'était vraiment le grand chelem. Et on en avait bien besoin parce que le budget est quand même conséquent et qu'on a finalement relativement peu de financement de marché. Mais ce qui a compensé en partie la non-obtention d'avance sur recette, c'est des très bons chiffrages qu'on avait eus au mini-traité d'une part et à l'image d'autre part. Donc en fait, là, l'aide franco-allemande, en général, a été demandée très tôt dans les montages financiers. Alors ça, c'est quelque chose qui était vrai jusqu'à il y a 1 an ou 2. C'est vrai quand les producteurs m'appellent pour savoir à quel moment je dois déposer l'aide en fonction des dates de commission. Il y en a 3 par an, ce qui est pas mal. Hein. Il y en a une en mars, une en juillet, il y en a une, et la dernière en novembre. Donc les producteurs savent à peu près quand ils peuvent déposer un dossier, côté français et côté allemand. Ils doivent faire l'exercice de déposer le dossier en même temps sur les 2 pays. En fait, moi, pour la religieuse, je crois que c'était assez tôt dans le montage financier. Maintenant, moi, je ne donne plus trop ce conseil parce que les représentants français et les représentants allemands qui siègent ensemble, discutent ensemble sur les projets qu'ils veulent soutenir ou pas. Autant il y a 5 ou 6 ans, ils ne se posaient pas trop la question est-ce que le film est bien financé, est-ce que le financement est solide, est-ce qu'il y a vraiment un distributeur en France et en Allemagne. Maintenant, c'est peut-être la rançon du succès, hein, mais maintenant la question est vraiment posée. Et il arrive souvent que les dossiers soient ajournés plusieurs fois à la franco-allemande, ça ne s'est pas arrivé sur la religion. En fait, on n'est pas venu si tôt que ça, parce que en fait, on est venu juste après le dépôt Image, et qui lui était relativement tardif, puisqu'il fallait avoir sécurisé les financements dans les 3 pays coproducteurs auparavant. Sinon, on serait venu avant, mais comme on avait cette contrainte Image, on a préféré présenter le même dossier et sur les aspects artistiques et surtout sur le montage financier aux 2 guichets. Moi, la constatation que je fais maintenant, c'est que les choses ont changé et
qu'il y a de plus en plus de dossiers présentés pour la franco-allemande, de plus en plus en majoritaire allemand, ça c'est vraiment très très bien, ça rééquilibre les relations franco-allemandes de façon importante. Et le conseil que je donne maintenant, c'est que le financement doit être un peu plus solide avec l'intervention d'un distributeur, ça c'est vraiment pas indispensable, c'est vraiment mieux, d'une chaîne, enfin des financements privés. Là je vous dis, parce que je l'ai constaté sur la dernière réunion, il y a un dossier qui s'est fait ajourner pour la deuxième fois, ce qui est très inconfortable pour les deux producteurs allemands et français, à cause de ça, parce qu'il était produit par des gens plutôt qui venaient de la télé, donc qui n'étaient pas trop connus sur le marché cinéma. Donc il y a une espèce de frilosité comme ça des représentants quand ils ne savent pas trop, est-ce que ça va vraiment aboutir, est-ce que ça va financer, ils ajournent. Alors ajourner une fois, ça va, bon, c'est pas trop longtemps. Deux fois, ça commence à devenir un peu gênant pour les producteurs. Donc voilà, pour la religieuse, c'était pas le cas, il a eu du premier coup et je le vois avec enthousiasme. Alors c'est vrai que moi, de mon point de vue, c'est moi qui reçois les dossiers pour la partie française, bien pour la partie allemande. Donc c'est vrai que moi j'encourage les producteurs à être le plus créatifs possible, parce que c'est vrai que le dossier a priori n'est pas très glamour, c'est un devis, un financement. Et les fiches avec la liste technique, artistique, le tournage, les fournisseurs, les labos, etc. Donc ça c'est pas très rigolo. Ce qui est important, c'est évidemment d'étoffer le dossier avec une note de production, une attention du réalisateur, des photos de repérage, elle en avait beaucoup. Et alors là, il y avait un truc vachement sympa, c'était le CD avec l'enregistrement de la voix. Oui, alors, oui en fait, ça c'est une idée qu'on a eue justement pour aider Nikon dans sa recherche de partenaires en Allemagne et aussi améliorer la présentation du dossier Eurimage. D'ailleurs, c'est Julien Isano, notre représentant français Eurimage, qui nous avait suggéré de faire ça, parce qu'il nous a dit que Pauline Etienne est une très jeune comédienne. Elle a, au tournage, elle avait même pas 20 ans ou à peine plus. Et c'est quand même le rôle principal du film, parce que on a un casting je dirais international avec Isabelle Huppert, Martina Gedeck et Louise Bourgoin, qui sont toutes les trois dans des rôles secondaires, chacun important dans le film, mais il y a quand même un rôle titre principal, c'est celui de la jeune religieuse Pauline Etienne. Et donc pour Julien Isano nous avait suggéré de faire une petite vidéo d'essai de Pauline Etienne pour les membres de la commission Eurimage, et je pense que ça peut servir en Allemagne aussi, se fasse un peu plus l'idée de comment ce personnage allait être incarné. Et surtout chanter. Voilà, et donc là, comme dans le film, en fait, le personnage a des aptitudes pour la musique et notamment le chant, et donc il aimerait faire sa vie dans le monde, comme on dit, mais elle est placée de force par sa mère dans un couvent, parce qu'en fait, elle est une enfant illégitime, et donc sa mère entend expier une faute. C'est la fin. Vous verrez le film, pas avant moi, donc vous aurez oublié. Mais disons que c'était important comme dans le film, la dimension musicale est importante, et ça, il y a toute une réflexion aussi sur ce sujet-là entre Guillaume Niclou et Max Richter, dont Nicole pourra parler un peu plus. Mais il fallait donner une idée de ça également, et donc Pauline Etienne a quelques cours de chant, et donc on a fait une petite vidéo très simple dans laquelle on la voit au piano et chanter. Bon, c'est des chants anciens évidemment, mais on sent passer une émotion, même si la qualité du chant n'est pas encore parfaite, parce qu'elle est encore en... Non, c'est pas ça qui a emporté la décision de la mais disons que effectivement c'est un petit plus pour au-delà du dossier de repérage qui lui effectivement était conséquent, parce qu'il y avait eu un gros travail de repérage et en Allemagne et en France, et qu'il avait fallu mettre tout ça ensemble pour vérifier que justement ces décors allaient être cohérents les uns avec les autres, allaient bien se compléter. Et donc voilà, on avait quand même un certain nombre d'éléments visuels qu'on a finalement assez peu souvent dans les dossiers de présentation des films français au financement. Bien sûr, mais même je dirais pour les autres partenaires, il pourrait y avoir des chaînes, tout ça, à part les grosses machines entre guillemets, les films à budget du milieu, comme
celui-ci. En général, on n'a ni le temps ni les moyens de travailler ces aspects-là. Alors j'ai l'impression que ça se fait davantage chez nos voisins européens. Et là, le fait de devoir aller convaincre des partenaires en Allemagne et en Belgique qui connaissaient peut-être un petit peu moins Guillaume Niclou, et puis je dirais même en France, pour ceux qui ne connaissaient pas cette capacité de Guillaume Niclou à se lancer dans le romanesque et l'émotion, c'était important de donner des éléments visuels sur ce qu'allait être le film. Alors peut-être aussi donner une idée de qui siège à cette fameuse commission franco-allemande. En fait, c'est des gens qui viennent d'horizons assez divers. Donc il y a des producteurs, des auteurs, des réalisateurs, donc 3 français et 3 allemands. Et ils siègent en même temps, alternativement à Paris et à Berlin. En fait, on les met dans un bocal. On a obligé à rester là 4 heures à discuter sur les scénarios. Et donc moi j'assiste à ces discussions. En fait, c'est la partie la plus intéressante de mon travail. Parce que lire les dossiers, c'est pas très rigolo. Ce qui est plutôt rigolo, c'est d'entendre les gens aussi compétents et créatifs que la ministre Libic, qui est la scénariste de Chéreau, par exemple, ou Dominique Moll, ou Margaret, Ménégoz. Et côté allemand, Lina Grosse, Peter Rommel, Angelika Krüger-Lessner, qui est une députée allemande. Donc ils ont chacun des sensibilités totalement différentes et les entendre discuter sur les scénarios, sur les dossiers qu'ils ont reçus, etc. C'est super intéressant. Alors évidemment, je ne vais pas révéler les secrets, les débats sur la religion. D'abord, je m'en souviens plus. De voir pour me torturer, je pourrais pas faire ça. On demande moins d'explications quand on a une aide. Oui. Quand on l'a pas, là, on essaie d'en savoir un peu plus si on a raison. Et donc là, oui, c'est un coup de fil plutôt sympa à donner. Et alors le conseil que je donne aussi, parce que dans les débats entre les représentants allemands et les représentants français, évidemment, il y a toujours un moment où si c'est un réalisateur français, évidemment, les représentants français le connaissent, et les représentants allemands ne le connaissent pas. À l'inverse, les réalisateurs allemands ne sont pas forcément connus avec les représentants français. Donc, à mon avis, à chaque fois ça s'est fait, j'ai vu que c'était plutôt productif. C'est pas mal de donner un DVD des films antérieurs du réalisateur aux représentants de l'autre pays. Parce que quelquefois, c'est dommage d'entendre dans une commission « Ah, je ne connais pas son travail, donc je n'ai pas été emballée par le scénario, j'hésite, etc. » Et on se dit, s'il avait vu les films antérieurs, peut-être qu'il y a un avis plus solide. Donc voilà, pour les réalisateurs qui ne sont pas connus dans le pays, il ne faut pas hésiter à donner des DVD des films précédents. Ils aient une meilleure idée. Et juste, en fait, c'est un peu une première à la franco-allemande. Je m'écarte complètement de la religieuse. Là, en fait, à la dernière réunion, il y a eu quand même 2 réalisateurs allemands qui sont très connus en France, qui ont eu l'aide. Donc, Wolfgang Becker pour son prochain film, moi à Kaminski, et puis le prochain film de Fatih Akin, de Kate. Juste une question qui n'a rien à voir avec la religieuse, mais quelle est la proportion de documentaires qui sont présentés au Minitre Parce que souvent on oublie que en fait, ils sont. Voilà, les documentaires peuvent tout à fait demander l'aide. Les critères pour demander l'aide, c'est juste être un long métrage de cinéma. Donc c'est pas du tout pour les films télé, c'est vraiment que pour les longs métrages de cinéma. Et être une coproduction franco-allemande avec une part minoritaire à 20 ou à 10 maintenant parce que c'est possible, éventuellement un 3e pays coproducteur minoritaire. Voilà, les critères sont assez simples. Et tous les longs métrages cinéma peuvent prétendre. Donc les fictions, plus de réel, documentaires, animation. Il y a eu des documentaires aidés, même très récemment. Je crois même qu'il y a 2 producteurs là, qui ont obtenu une aide pour un projet qui avait vraiment emballé la commission. Donc je leur ai dit, je ne dévoile pas un secret. C'était Entre amis, sur un documentaire sur le travail de la commission européenne. Et il y a eu, il y a longtemps, il y a 10 ans maintenant, 2 documentaires aidés. Alors hélas, un documentaire qui, je pense, être la seule à avoir vu. Il va y avoir 10 spectateurs. Ça, c'est vraiment dommage. Un documentaire très très bien
des autres. Ça s'appelait Pour l'amour du peuple, de Elias Simon, qui avait fait le spécialiste et qui avait eu l'aide franco-allemande pour ce documentaire sur la Scandinavie, qui est super intéressant. Donc ça, c'était vraiment un documentaire de niche. Ouais, je crois que je vois ça. Et sinon, il y en avait d'autres, La petite prairie au boulot, Martial notamment, Entre amis. Puis... Ah oui, et il y avait deux documentaires assez emblématiques, parce que c'est vraiment un partenariat entre un producteur allemand et un producteur français, où ils ont fait une réciproque en fait. Ils ont fait deux documentaires, un majeur français et un majeur allemand. Donc ça, c'était aussi pour le mini-traité, c'est assez emblématique. Donc ils ont tous les deux. L'un sur un sujet qui n'est pas tellement franco-allemand, mais qui a plu aux représentants, c'est sur une post-sexiste au Burkina Faso, au Togo. Et l'autre sur l'art dans les camps. Voilà. Donc oui, les documentaires sont aidés, pas de souci. Les films d'animation aussi, s'il y a des producteurs d'animation, il faut présenter des projets. Pour l'instant, les films d'animation qui ont été aidés, c'est uniquement des productions majoritaires allemandes. Plutôt enfants, petits enfants. Mais si vous avez des projets de films d'animation en production franco-allemande, est-ce que vous avez là précisément des questions dans la salle sur le mini-traité, des questions à Caroline? Je voulais juste savoir demander du nombre de projets qu'on vous soumet et s'il y a aussi du taux de sélection. Oui. Alors les projets, pour l'instant, depuis plus de 10 ans, maintenant je crois qu'il y en a 200 présenteurs. Donc il y a 3 commissions par an. Et à chaque commission, en 200 moyenne... 10 ans, ça veut dire une moyenne de 20 par an? Ouais, c'est ça. Après, oui, c'est ça. À chaque commission, on a à peu près entre 5 et 6 dossiers. L'année dernière, on a eu une explosion. On a eu une douzaine de dossiers à chaque commission, 2 ou 3 commissions. Là, ça semble se retrouver un étiage un peu plus normal. Et ouais, on est 600, on a 5 ou 6 dossiers par commission. Donc la difficulté, c'est pas une grosse difficulté, mais ça demande de gérer une enveloppe de 3 millions d'euros sur 3 commissions. Et donc de ne pas trop donner au début pour en garder un petit peu pour la fin. Nous, pour la première fois cette année, on est hyper zen parce qu'on a accordé des aides à des films majoritaires allemands. On a très peu dépensé. Donc on va être très fiers d'annoncer ça à notre équipe. Donc le message, c'est qu'il reste plein d'argent pour la dernière commission en novembre. Donc si vous avez un projet, c'est le moment. Voilà, donc là c'est le bon moment pour présenter les majoritaires français. Il y a encore plein d'argent. Alors côté allemand, je pense que là c'est pas vraiment le cas. C'est plus bon pour les majoritaires. Ils ont vidé leur enveloppe trop vite. Il suffit de déposer un dossier pour avoir le soutien? Ben presque. Non. La sélectivité, c'est vrai qu'on... Là, par exemple, il y avait 6 dossiers à la dernière commission, le 2 juillet. Il y avait 4 coproductions majoritaires allemandes et 2 coproductions majoritaires françaises. Les 3 qui ont été retenus, donc là c'est un peu de sélectivité de 50%, c'est 3 majoritaires allemands, donc le Fataki, le Becker et un 3e réalisateur avec un nom, c'est sûr que je vais l'écorcher, Dito Chinchadze, pour le film donc voilà, c'est 50%. Mais c'est pas toujours, ça dépend de ce qu'ils aiment, est-ce qu'ils n'aiment pas, est-ce qu'ils sont séduits par le projet. Là, il s'est passé un truc un peu étrange, c'est qu'ils ont abordé pour une 2e fois ce documentaire dont on parlait, qui trouvait que le financement n'était pas assez solide. Et puis un autre film majoritaire français qui va devoir se représenter pour la même raison. Donc
difficulté à dire non. Donc c'est assez étonnant. Donc soit ils n'aiment pas du tout. Alors là, ça se voit tout de suite. Premier tour de table, vote, personne ne lève la main. Non, c'est le prendront pas parce qu'ils n'ont vraiment pas du tout aimé. Ils ont même du mal à expliquer. Enfin, on les oblige un peu à dire si, dites-nous pourquoi vous n'avez pas aimé. Si, enfin, on expliquera, ils n'ont pas. C'est un peu plus sympa de savoir pourquoi on n'a pas aimé une autre. Puis pour eux, ça peut permettre de progresser, d'évoluer sur ses niveaux, etc. Donc là, il y a un projet, je ne vais pas vous dire lequel par pudeur, mais le projet qui a été refusé, mais vraiment, ils n'en voulaient pas du tout. Ça, on a vu tout de suite. Donc là, au moins, c'est clair. Mais quand ils commencent à discuter, quand ils sentent que c'est soutenu sur un pays et pas soutenu sur l'autre, là, il y a un peu une séance, un round d'observation. Est-ce qu'on va l'aider pour faire plaisir au pays majoritaire? Comme ils sont ensemble, il y a une espèce de relation diplomatique qui s'instaure, etc. Forcément. Donc il y a un peu des discussions. Si tu me prends majoritairement, d'accord. C'est un peu normal. C'est un peu comme le rimage, sauf qu'à l'image, ils sont 30 et là, ils sont que 6. Donc, en général, ça se termine autour d'un petit repas. Donc c'est vrai qu'on sent que pour les projets sur lesquels il y a une hésitation, quand ils ont un doute, ils ajoutent. Alors, c'est pas très sympa pour les producteurs, parce que s'ils ajoutent, le producteur aussi va avoir une petite chance. Et s'il n'a pas au deuxième tour, c'est vraiment dur. Mais bon, c'est comme ça. C'est les humains qui doivent choisir et quelquefois les humains choisissent. Merci Caroline. So vielleicht deutsche Seite. Ja, ich glaube, was wichtig ist mal zu sagen, ist, dass das Mini-TT, obwohl es eine Kommission ist, sehr unterschiedlich behandelt wird in Deutschland und in Frankreich, weil die Budgets auch wirklich getrennt behandelt werden. Also man meint vielleicht, dass die 3 Millionen in einen Topf geschmissen werden und dann wird es einfach rausgenommen, aber jeder handelt seine 1,5 Millionen. Und jeder kämpft auch dafür, die richtig zu platzieren und gegenüber der anderen Partie zu verteidigen. Und auch die Einreichung ist unterschiedlich. Also wir haben unterschiedliche Fristen gehabt. Das war teilweise schwierig zu koordinieren, weil ich meine Sache viel früher abgeben musste als in Frankreich. Papiere aber aus Frankreich kamen und dann eben nicht rechtzeitig da waren und immer gesagt wurde von französischer Seite, wir haben noch Zeit. Wir können das noch viel später schicken, den Leuten. Und auch beim Recoupment nachher ist die Position ganz anders. Im Mini-Traité in Deutschland recoupt das Mini-Traité in den 50% mit den anderen Förderern. In Frankreich ist es pro Rata, glaube ich, auf dem gesamten Budget recoupt wird. Und es gibt halt immer wieder Diskussionen, weil es ist zwar eine Kommission, aber sie wird von beiden Seiten sehr unterschiedlich gehandelt. Und das macht es manchmal für Produzenten nicht leicht, muss man sagen. Oui, je comprends. Ah, je suis contente parce qu'en fait, je comprends vachement bien. Oui, non, en fait, c'est vrai que la difficulté pour les producteurs, c'est de se trouver confronté à une administration, pas directement, hein, c'est via leur producteur, en fait. C'est de se retrouver pris entre 2 administrations, alors déjà 2 administrations, déjà le mot d'administration, et qui fonctionnent évidemment de façon complètement différente, qui ont des règles différentes, des manières des relations avec leur producteur, pas du tout pareil, etc. Donc c'est vrai que quelquefois c'est difficile à comprendre et puis à gérer. Alors c'est vrai que nous on a peut-être un petit peu la nonchalance française. Non, en fait c'est que nous c'est pas une question de nonchalance, je rigole évidemment. C'est une question qu'on a peut-être un parcours de production beaucoup plus balisé administrativement, avec un système de règles, de passage en commission hyper formaté, où il faut déposer des dossiers avec des tas de choses à contrôler, etc. En fait, on est très gourmand en formalité administrative, en contrôle à faire, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des décalages entre les décisions d'octroi de l'aide en France. Et nous, en plus, ça suppose que le producteur français ait franchi une autre étape qui est une étape importante pour
la production d'un film en France, qui est l'étape de l'agrément, c'est-à-dire l'accès à un système de succès automatique. Donc je sais que ça va beaucoup plus vite en Allemagne, mais bon, effectivement, pour faire cette décision, c'est plus long. Et en plus, nous, on aime bien un petit peu compliquer les choses. Moi, je m'occupe du côté sympa, aller assister à la commission, recevoir le dossier, discuter avec les producteurs. Et j'ai une collègue, elle, qui s'occupe du truc pas du tout sympa, qui est côté financier, qui établit un contrat avec le producteur français, fixer le pouvoir de récupération, et après verser l'argent sur le compte du film, avec encore derrière plein de contrôles par notre comptabilité, etc. Donc c'est vrai que le CNC, par rapport au FFA qui est plus récent, on est une grosse machine assez lourde administrativement, avec plein de contrôles, etc. Donc c'est vrai que vu du côté allemand, ça peut sembler vraiment... C'est plus flexible en fait, au niveau des délais, parce qu'en France on pouvait mettre beaucoup plus tard. En France on pouvait soumettre beaucoup plus tard en fait certains éléments. Ah non, c'était beaucoup plus strict. Il y a des accords. Voilà, ça a des côtés plus de la base en fait. Moi je m'en rends pas compte forcément. Oui, ce que dit Caroline, je pense que c'est surtout après la décision qui est un peu plus long côté français, mais effectivement avant. Parce qu'on est une grosse machine. Mais bon, ça se passe. Il a l'air plutôt heureux. Ouais, parce que nous, on a l'habitude de toutes ces procédures du CNC, donc on n'est pas surpris, on sait un petit peu à l'avance comment ça va se passer, dans quel timing, donc c'est pas un problème. Et effectivement, pour l'avant-dépôt de dossier, pour nous, étant donné qu'en plus on avait déjà déposé leur image, il y avait quand même pas mal d'éléments communs, c'était assez souple. Alors, je crois que pour Nicole, les formalités d'avant-dépôt de dossier étaient un peu plus contraignantes, je crois. Oui, beaucoup plus strict en fait au niveau de lait. Il n'y avait pas de dérogation à demander en fait si on n'avait pas encore certains éléments, parce qu'il y a une date très précise en fait pour laquelle il faut avoir tout pour l'envoyer après aux membres de la commission. Et après on ne comprend plus rien. Et c'est ça le problème en fait. Parce que Mais je ne répétais pas direct. Habitant moi en Allemagne et Joris habitant en France, donc on a développé ce projet ensemble et on a chacun du coup de notre côté réfléchi à comment on pouvait faire exister en fait ce désir de film qui était vraiment destiné dès le départ à être un projet diffusé sur internet. Donc c'était pas un film documentaire en tant que tel, c'était vraiment des rencontres individuelles par petits bouts qui étaient tout de suite pensés dès le départ pour être mis dans un dispositif interactif. Et donc moi, parallèlement au développement de ce type de projet, je suis donc enseignant à l'école des Beaux-Arts de Berlin dans le département graphisme. Je m'occupe de la partie interactive. Et j'ai aussi une activité j'ai un studio graphique à Berlin qui fait beaucoup de multimédia et je travaille sur d'autres projets aussi de ce type-là. Pas en tant que réalisateur, mais en tant que pour la partie direction artistique et direction technique. Du coup, il y a un savoir-faire qui s'est aussi accumulé à Berlin, il y a un réseau qui s'est accumulé autour de cette activité, que ce soit un réseau de développeurs, des monteurs, des gens qui travaillent plus sur la post-production, en tout cas pour l'étalonnage, le mixage et tout ça. Et du coup, il était évident en tout cas que ce projet se monte et se crée ou se conçoit en Allemagne, donc avec Joris qui était en France. Et quand est venue la question des financements, on se pose la question, mais où est-ce qu'on va pouvoir trouver de l'argent pour produire un projet comme ça? C'est un premier projet, personne ne le connaît. Et du coup, on a commencé à chercher et on a commencé en fait par les réseaux de jeunes, puisqu'on est tous les deux jeunes dans le domaine du franco-allemand. Et c'est comme ça qu'on a eu, par exemple, le soutien de l'OFAGE. Il se trouve que je connais bien l'OFAGE parce que je travaille aussi avec eux, de par mon activité de graphiste multimédia. Et c'est aussi comme ça, par exemple, qu'on a eu l'idée de déposer un dossier auprès de la Commission européenne en tant que projet jeune. Et c'est ces financements-là qui ont constitué en fait la base nécessaire pour les voyages de repérage qu'on a pu faire, pour les différents tests, pour l'écriture du projet.
c'est à partir de là aussi qu'on a continué à déposer aussi un dossier au CNC en France. Il se trouve qu'on n'a pas on a tenté des dossiers ou des Stiftung en Allemagne pour ce type de médias, mais ils n'ont pas marché. En tout cas, il y a moins de possibilités, on a trouvé moins de possibilités, en tout cas par rapport à la situation dans laquelle on était, pour développer des financements du côté allemand. Donc c'est un peu automatiquement, finalement, qu'on s'est tourné plus vers la France. C'est quoi la raison, justement? Parce que, bon, pourquoi c'est plus facile en France pour ce type de projet? Je pense qu'il y a deux aspects. D'une part, il y a l'aspect recherche de financement qui était déjà évident. En France, il y a le CNC qui développe des projets de nouveaux médias. Il ne me semble pas que l'équivalent allemand fasse la même chose pour les Non, mais il y a des endroits en Allemagne où on peut déposer des projets de nouveaux médias, ça c'est clair. C'est vrai qu'il y a des exemples, mais ils sont très nombreux par rapport à ça. En France, à Berlin, par exemple, je connais des projets complètement transmédia qui mélangent jeux vidéo, qui font un mélange de cinéma, interactif, etc. Mais ils sont plutôt financés par des Stiftung, en fait, par des fonds de soutien aux projets innovants ou d'art contemporain, ou ce genre de choses. Il n'y a pas de département web documentaire ou de projet nouveaux médias audiovisuel tel qu'on connaît en tout cas grâce au CNC, et je pense que c'est pour ça que ça participe au développement. Et après, pour la partie diffusion, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi évidemment cherché des diffuseurs allemands, et on s'est rendu compte que, on est dans un cas aussi d'un projet assez particulier qui propose un point de vue sur ces frontières. On retraite clairement l'ambiance selon telle qu'on a envie de la représenter et qui ne correspond pas complètement à la réalité. Et du coup, ça a posé certaines frictions vis-à-vis des diffuseurs en Allemagne. Par exemple, on a eu des discussions intéressantes avec la Süddeutsche qui ont regardé le projet, qui l'ont trouvé intéressant, mais qui n'ont pas réussi à concevoir de placer un projet comme ça dans leur journal ou dans leur publication en ligne, puisqu'ils ne respectaient pas une ligne journalistique. Alors qu'en France, on le voit sur le monde.fr ou sur des médias de type 89, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut ajouter Sur l'aspect, vraiment peut-être un peu plus sur l'équipe, ouais. Parce que ça a été vraiment un mélange complet entre les deux pays. Donc l'équipe, il y avait évidemment Joris Louis qui était le co-auteur qui venait à Berlin pour travailler avec nous sur ce projet. Il y a eu beaucoup d'intervenants de Berlin, mais c'était aussi un choix financier. Comme on n'avait pas beaucoup d'argent, il fallait qu'on soit économe sur les postes de dépenses. Et en Allemagne, c'est moins cher de payer un monteur qui travaille en freelance qu'en France quand on embauche. C'est des réalités économiques qui ont fait que c'était pour nous plus intéressant de travailler avec un monteur allemand. C'était plus intéressant pour nous de travailler avec un développeur allemand qui fait la programmation. Il se trouve que bien sûr il y a comme eu des postes en France, parce qu'on avait aussi des affinités, des amis, des contacts, on pouvait aussi faire participer des gens qu'on appréciait pour leur travail. Mais c'est vrai qu'il y a des raisons comme ça financières qui ont fait que la post-production, en tout cas la grosse partie de la post-production s'est faite en Allemagne. Et je ne pense pas qu'on aurait réussi un résultat pareil si on avait été obligé de le faire en France par exemple. Pas avec le même budget. Voilà. En tout cas, pas avec la même économie. Vous avez des questions? Oui, là, une précision. Stefanie Langemann von der MFG. Ich wollte nur eine Sache dazu sagen, weil eben gerade gestern auch das Transmedia Panel war, dass es in Deutschland eben Förderung gibt für Transmedia-Projekte und speziell in Berlin dann eben auch beim Medienbau, vielleicht auch so als Tipp für das nächste größere Projekt oder so. Einfach das nochmal gesagt wurde. Danke. Ja, das ist sehr interessant zu wissen und ja, das stimmt. Es gibt schon einiges, aber trotzdem, das sind echt neue Sachen, die immer so auftauchen und das ist trotzdem eine ganz neue Situation, dass man sowas in Deutschland auch kennt.
Oui, bonjour. Deux petites questions très concrètes. Comment faites-vous sur le droit à l'image des gens que vous avez filmés en Finlande? C'est très simple, on leur a posé la question déjà s'ils acceptaient qu'on les filme, et puis on leur a fait signer une décharge de responsabilité comme quoi on pouvait utiliser l'interview qu'on a fait. D'accord, donc à chaque fois vous le faites. Ouais. Ok. C'est important parce que par exemple pour la Turquie, on a des gens qui... Oui, c'était une prise de risque en fait. On savait qu'on allait un peu transformer leurs propos, qu'on n'allait pas forcément garder les meilleurs passages. Tout le monde a essayé de représenter un peu leur pays, leurs particularités peut-être plus intéressantes par rapport aux autres, et toutes ces choses-là, on les a enlevées et on a gardé que les moments où ils parlaient de leur région, et du coup c'était important pour nous de s'assurer qu'on puisse utiliser ces images. Et ma dernière question, donc vous avez eu l'aide à l'écriture du CNC, pourquoi, même si TV5 ne met pas le cash horaire suffisant, pourquoi vous n'avez pas eu l'aide à la production du CNC? C'est une bonne question. En fait, au niveau du déroulement du projet, en fait, on a développé avec l'aide du CNC une version maquette du projet, c'est-à-dire que c'était une version bien plus simplifiée que ce qu'on voit ici, avec la navigation par carte par exemple, et le montage n'était pas aussi abouti tel qu'on le voulait. Et ensuite, il se posait la question de comment on développe le projet à partir de cette maquette. Et évidemment, pour obtenir l'aide du développement, ça suppose il n'y a pas que l'argent du CNC qui compte, mais c'est aussi l'argent du diffuseur, de ce que le diffuseur est prêt à mettre. Dans la situation où on était, le TV5 Monde nous disait ils ont diffusé, en tout cas pour la partie française, ils ont diffusé 3 projets documentaires jusqu'à aujourd'hui. Ils n'étaient pas prêts à mettre plus que 5 000 € sur ce projet. Donc avec cette somme-là, on n'était pas en mesure de faire une demande bien plus conséquente, en tout cas au CNC. Même en demande sélective? Je ne connais pas tous les détails, mais on s'est arrêté en fait sur le... En fait, la question, c'est que finalement, vous n'avez jamais voulu essayer de convaincre un producteur. C'était même alors que l'aide au développement du CNC, c'est quand même relativement sélectif. Donc, ça veut dire que c'est un projet qui a eu une reconnaissance. Je crois qu'on voit aussi, c'est très beau, et ça a cet aspect d'être du documentaire de création, mais en interactif. Donc, c'est tout à fait particulier. J'imagine que ça aurait été possible de convaincre un producteur, mais ça aurait sans doute été beaucoup plus lent, peut-être c'était pas, je sais pas, mais en tout cas il y a aussi ça. C'était une autre façon de faire qui ne convenait peut-être pas au projet. C'était un premier projet aussi, et il y avait aussi une volonté de sortir aussi ce projet. On a quand même travaillé 2 ans dessus. En étant autoproduit, on était déjà content d'être arrivé à ce niveau-là, parce qu'on pensait, quand on a commencé, en fait, il faut vraiment s'imaginer que ce projet il est né de rien. On est parti en Turquie les 2-3 premières fois sans budget, donc ça veut dire qu'on a dû trouver des traducteurs qui soient d'accord de travailler pour nous gratuitement. On a trouvé des gens par des réseaux de couchsurfing qui nous ont hébergés avec toute l'équipe. On a eu des caméras qu'on nous a prêtées. Enfin, c'est vraiment du bricolage en fait au départ ce projet. Et c'est petit à petit qu'on a rencontré des gens qui nous ont soutenus, qui se sont accrochés en fait à notre volonté de réaliser ce projet. Et au fur et à mesure, donc, on a eu des institutions sur place qui nous ont permis d'avancer plus loin. On a eu les différents financements qui sont arrivés au compte-gouttes. On ne savait pas en fait sur quel budget global on pourrait compter. Et d'ailleurs, c'était même une difficulté parce que quand on commence un projet et qu'on sait qu'on va naviguer avec telle somme et que finalement il y en aura une autre qui arrive plus tard, etc. On s'acharne à chaque fois la planification. Donc c'était assez difficile en fait d'envisager dès le début une vision bien plus grande que ce qu'on aurait pu finalement. Est-ce qu'on peut savoir avec quel type de caméra vous avez tourné, d'une part, et d'autre part, c'est très beau ça, et donc vraiment ce que dans les années 80 on a appelé en Allemagne Rucksackproduzent. C'est vraiment la personne qui fait tout, qui a tout dans son sac à dos, littéralement. Et l'autre question que j'avais envie de vous poser, c'était est-ce que vous avez une idée de combien de personnes l'ont vu, quels sont les portraits qui intéressent le plus? Pour la première question de la caméra, donc on a fait des photos aussi d'une part pour les fresques, et pour la caméra on a filmé en HD. Donc c'est vraiment la caméra transportable pas chère qu'on achète aujourd'hui d'occasion. Et on avait une deuxième caméra encore plus petite, une AVS HD, on va dire quasiment amateur,
qui a servi aussi à faire des plans de couple de temps en temps. Il y a des moments où on filme à deux, des moments où, pendant les interviews, on filmait bien sûr avec une seule personne qui filmait, on était avec l'interprète. Et ensuite, on se répartissait, on imaginait, on réfléchissait en fait aux images qu'on avait besoin. Dans cet exemple-là, on ne le voit pas trop, mais dans les autres films, par exemple, on a beaucoup d'images du lieu, de l'endroit, des choses qui sont évoquées dans l'interview, et du coup, on se répartissait en fait en deux équipes, on allait faire des plans de couple. Il y avait le nombre de connexions, je crois, qui était posé. Et concernant le nombre de visiteurs, en fait, donc le projet est diffusé sur le site de TV5 Monde et sur le site de Rue 89. Même si Rue 89 le diffuse sans contrepartie financière, en fait, on a bénéficié en fait, d'un nombre très important de visites. Enfin, je ne sais pas à quelle mesure on peut considérer que c'est très important ou pas, mais nous on était déjà satisfaits. À ce jour, en fait, le projet est diffusé depuis 2 mois et 15 jours, je crois, ou 2 mois et 1 semaine, et on est à 20 000 visites. Avec une moyenne assez importante de quasiment 5 minutes par visiteur. Et c'est une moyenne, donc c'est assez élevé par rapport à d'autres chiffres que j'ai pu voir ou que j'ai pu quand on m'a parlé en fait, sur ce type de médias. Là, j'ai une autre question. Vous aviez une idée bien précise en commençant votre projet, mais est-ce qu'à un moment, pendant votre tournée, vous vous êtes dit je vais tourner d'une telle façon que si j'ai envie, plus tard, d'en faire un documentaire, ça soit possible? Parce que là, c'est des portraits, on va cliquer, on trouve des gens qui nous racontent des choses, mais est-ce qu'il est possible d'en faire un documentaire de télé, par exemple? C'est une question qu'on se pose en ce moment parce que, évidemment, quand le projet est posé sur le site de TV5 Monde, on hésite, on est en train d'envisager une réadaptation, on va dire linéaire, pour être diffusée à l'antenne. On est en train d'envisager cette version-là qu'on écrirait et qu'on leur proposerait. Mais du coup, se pose évidemment la question de comment on fait, parce que évidemment, pendant le tournage, c'est pas ce qu'on avait prévu. Et du coup, les solutions alternatives sur lesquelles on réfléchit pour que ça puisse fonctionner, ce serait d'intégrer en fait des contenus supplémentaires. Ce serait par exemple d'intégrer, par exemple dans le projet web, on voulait vraiment que l'histoire et les différentes problématiques de la frontière soient vraiment racontées par les gens qui y sont, qui y vivent. Et pour une version linéaire, on envisage par exemple de faire intervenir des experts de ces questions frontalières. On a rencontré en fait ce type de gens, on a fait même des interviews avec eux qu'on n'a pas utilisées parce qu'on voulait se concentrer sur cet aspect-là pour le projet web. Mais c'est évidemment des choses c'est évidemment des questions qu'on se pose et il est évident en tout cas pour les projets futurs qu'il faut beaucoup plus anticiper ces deux diffusions possibles puisque probablement ce sera toujours le projet film linéaire qui va permettre le financement aussi de ce type de projet multimédia. Merci. Là, la première question. Ja, mich würde interessieren, gibt es eine interaktive Seite zu dem Projekt, dass vor allem die Leute aus Russland und Finnland kommunizieren können auf der Seite oder ihre Ideen austauschen können? Und wie ist die Erweiterung mit Social Media, Facebook, Twitter etc.? Je peux répondre en français. Donc en fait, pour la partie diffusion, donc on travaille, c'est surtout TV5 Monde qui s'occupe de relayer l'information. Ils nous ont mis à disposition un serveur CDN, c'est-à-dire qu'en fait, partout dans le monde, lorsqu'on consulte le site, les vidéos sont hébergées dans différents pays, donc ça veut dire que la qualité de la connexion elle est la même, qu'on soit à Los Angeles, à Moscou ou ici. Donc ce qui permet déjà une consultation du film, on va dire, rapide. Ce qui est largement pas le cas si le projet était hébergé sur un serveur seulement à Strasbourg, à Paris ou je ne sais plus. Et du coup, pour la partie communication, on n'a pas lancé des grosses campagnes de communication, en tout cas dans les pays concernés. TV5 Monde est quand même actif et présent dans de nombreux pays, donc on a quand même beaucoup de visiteurs, mais plutôt on va dire dans les pays francophones. Finalement, pas tant dans les pays concernés, pas tant dans les pays de la communauté. Et à part ça, on a lancé évidemment une page Facebook pour parler de notre projet. On a invité bien sûr les gens qu'on a interviewés, les institutions qui nous ont aidés, parce que dans chaque endroit, en fait, il y a eu des gens, des associations,
institutions culturelles qui nous ont aidés à rentrer en contact avec les gens. Donc, bien sûr, eux sont informés, mais il n'y a pas vraiment on ne constate pas vraiment de visiteurs en fait, parce que dans les statistiques, on peut vraiment voir d'où viennent les gens et on ne constate pas vraiment de statistiques par exemple de la Chine. Je crois qu'il y a... Il y en avait encore une, mais vu l'horaire, là, il y a des questions, mais je pense qu'on peut aussi continuer. Merci beaucoup, Taman, c'est un beau début. Et donc, vous pouvez voir, il y a 11 portraits en tout, tournés dans ces 3 lieux, et vous pouvez les consulter sur le site de TV5 Monde ou de Rue 89. Merci à vous.